donc au pic de la crise, chaque bateau qui traversait l'Atlantique rempli de gaz, faisait 200 millions de profits. Donc le propriétaire du bateau faisait 200 millions de profits en traversant l'Atlantique parce qu'il vendait sa production américaine jusqu'à 15 fois le prix aux États-Unis. Et là, c'est intéressant d'ailleurs sur le débat actuel, c'est que toutes les grandes familles politiques défendaient ce modèle. Hein. Il suffit d'aller, vous allez voir... On accuse tout le temps les écologistes, mais en fait, non, c'est ça. Le parti politique qui voulait construire le plus de centrales au gaz en Belgique, c'est le MR. Vous allez voir leur programme de 2019, qu'est-ce qu'il est mis? 9 centrales au gaz. Et donc ce qu'on voit notamment dans cette crise, c'est que les restaurateurs indépendants, les boulangers indépendants se remettent à avoir des factures qui sont impayables et qui en profitent, dans ce secteur-là, sera la grande distribution. Et donc c'est de nouveau un transfert. C'est un des principes du capitalisme, hein, que pendant les crises, les grands monopoles se renforcent encore. Ces actionnaires, que l'énergie soit bleue, verte, brune, rouge ou noire, ils s'en foutent, il faut que ça rapporte un maximum. Si on considère que c'est un bien commun, que c'est un besoin de base de se chauffer, de produire, de se déplacer, il n'y a pas de raison que ce soit aux mains de quelques conseils d'administration. On a déjà vu ce que ça donnait pendant 20 ans, des investissements, maintien dans les énergies les plus polluantes, explosion des prix. Je pense que là, on a suffisamment de recul pour savoir que c'est une mauvaise idée. C'est très technique, mais écoutez bien, parce que ça, c'est un truc de fou. Oui. Et ça, on en parle beaucoup dans l'actualité. On ne comprend rien à ce qui se passe. Eh ben, il va tout nous expliquer. C'est vraiment là-dessus qu'on va payer très très cher. En fait, c'est probablement le cœur, c'est un des cœurs des enjeux de la politique actuelle de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à Engie? Ah, écoutez... Depuis 20 ans, on vous dit qu'on va fermer les centrales. On aimerait bien que vous nous les gardiez un peu plus longtemps, nos centrales nucléaires. Ce serait chouette si vous faisiez un petit geste. Ah oui, Engie dit quoi? Pas de problème. Venez chez moi, moi j'ai plein de solutions à vous proposer. Vous voulez des centrales nucléaires plus longtemps? Moi, j'en veux pas. Qu'est-ce que vous proposez en échange? Et qu'est-ce que vous proposez en échange? Engie a une demande qui est très claire. Plafonner l'intervention dans le démontage et la gestion des déchets. Et donc c'est comme ça que Engie a négocié avec le gouvernement belge. En fait, c'est très vicieux parce que pour un politique, ça ne coûte rien de proposer ça. Ça n'arrivera pas maintenant. Hein. Voilà, c'est ça, parce que ça arrivera très longtemps. Par contre, les gens, ils vont se faire, ils vont se faire avoir, quoi. Ouais. Et en attendant... Et ça passe crème. Ça passe crème. Personne ne comprend rien, et voilà. Et ça va être des milliards pour la collectivité. Ouais. Engie a racheté Electrabel à son prix, mais il n'a jamais indemnisé la population. Et maintenant, il reporte tous ses coûts sur nous. Il a acheté une entreprise extrêmement rentable, il a encaissé les profits, il a fixé les prix, et maintenant, il nous fait payer encore l'addition. Donc, on a payé la nationalisation 3 fois. On l'a payé quand on a payé l'infrastructure, on l'a repayé avec les profits d'Engie, et on va encore la payer avec le démontage maintenant. Bonjour chers spectateurs, bienvenue à Tinker Jaune, c'est la 6e émission de la chaîne YouTube, de la nouvelle chaîne créée par DocPat et moi-même. Donc nous sommes 2 gilets jaunes de Belgique, ça fait 4 ans qu'on fait des actions, qu'on va sur les ronds-points, sur des conférences, des festivals, et ce qui nous fait tenir, c'est le plaisir des rencontres. Et c'est ce plaisir qu'on veut partager avec vous. Donc les rencontres et aussi l'échange et approfondir certains thèmes, prendre le temps un peu de prendre un peu de recul. Merci encore pour tous les followers, les spectateurs. On a déjà franchi le cap des 60 abonnés, donc vous pouvez continuer. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Mathieu, qu'on va présenter comme militant universitaire. Donc, puisqu'il est chercheur à l'IGEAT, qui est le service de géographie de l'ULB. Bonjour. Bonjour Marcos. Donc oui, je suis chercheur en géographie à l'ULB depuis une quinzaine d'années, étudie chercheur et militant. C'est vrai que dans notre service, on fait pas simplement du travail de bureau, on essaye d'appliquer ce qu'on fait pour faire avancer des causes. Donc on a par exemple créé un observatoire des inégalités avec les collègues pour en gros mettre nos savoirs au service des enjeux, par exemple sociaux, économiques, environnementaux en général. Ok, donc dans le service de géographie, c'est vraiment une stratégie du service.
C'est pas une stratégie du service, c'est plutôt la volonté de plusieurs collègues d'essayer de sortir de nos bureaux et d'être ancrés dans ce qui se passe sur le terrain, quoi. Tu es donc chercheur en géographie. C'est quoi la géographie? Donc tu passes ton temps à prendre les capitales d'Europe et les longueurs des rivières aussi. Les noms des rivières, oui. Les noms des capitales, les noms de provinces et tout ça. Et donc la géographie, c'est en fait essayer de mettre sur le territoire des enjeux qui peuvent être des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Donc c'est essayer de poser des questions. Alors nous on a un jeu humain, donc c'est plutôt des questions de société avec l'angle du territoire. Et donc par exemple sur la mobilité, se demander où sont les gens, pourquoi ils se déplacent comme ça, quelles sont les politiques qui sont appliquées, qu'est-ce que ça a comme impact sur les infrastructures. Je crois que ton domaine d'expertise c'est surtout l'énergie. Il y a beaucoup à en dire pour l'instant. Oui. Donc la première question, est-ce que tu peux revenir sur le début de l'inflation? Donc pourquoi est-ce que les prix ont explosé il y a un an ou deux? Alors, pourquoi les prix de l'énergie ont commencé à monter en fait à partir de début 2021? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qui a permis cette montée des prix. Comment ça se fait que les prix ont pu exploser? Et après, il y a la question de pourquoi ils ont explosé. Comment ça se fait que les prix ont pu exploser? C'est parce que, comme dans d'autres services publics ou anciennement publics en Europe, on a eu une politique de libéralisation du marché énergétique. Donc l'Union européenne, à partir de la fin des années 90, et les décisions ont commencé à tomber au début des années 2000, a dit, au nom de la construction européenne, il faut créer un grand marché de l'énergie. Pourquoi créer un grand marché de l'énergie? Là, c'est un peu, toi tu connais sûrement dans les télécoms, c'est les mêmes raisons qu'on a utilisées dans les postes, c'est les mêmes raisons qu'on a utilisées dans les transports publics, c'est de dire, si on met des acteurs en compétition, ça va permettre aux gens de choisir. Ils ne devront plus dépendre de leur monopole. Chez nous, Electrabel, en France de EDF, ils pourront choisir leur contrat d'énergie. Et comme ils pourront choisir, ils vont nécessairement choisir le moins cher. Et donc la compétition va faire baisser les prix. On dit libérer les énergies. Voilà. Et là, ça tombe bien dans l'énergie. Et puisque les gens vont choisir la formule la moins chère, ça va aussi inciter le privé à essayer d'investir pour produire de l'énergie moins chère. Et comme l'énergie la moins chère, c'est l'énergie renouvelable, ça devrait encourager le privé à investir dans les énergies renouvelables. Et donc tout ce beau marché, il va inciter les gens à aller vers des formules qui vont faire baisser les prix. La baisse des prix va inciter à investir et ces investissements vont aller vers les énergies vertes et donc ce sera bien pour les gens, pour l'économie, pour le climat. Ça, c'était la rhétorique de l'Union européenne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme décision? Qu'a fait l'Union européenne en termes de libéralisation? Eh bien, au lieu d'avoir des monopoles de l'énergie, en Belgique, c'était essentiellement Electrabel qui était une entreprise privée mais avec un contrôle de l'État, des syndicats et du patronat pour notamment contrôler les prix. On va casser ces monopoles. Excuse-moi, quand tu dis le patronat, c'est les autres entreprises, c'est ça, hein? Oui, c'est même en fait, tu avais ce qu'on appelle une commission paritaire qui, tous les ans, se réunissait et c'est comme ça que le prix de l'énergie était fixé en Belgique. Ce n'était pas des logiques de marché, c'était une négociation politique. On considérait, tiens, pour investir là-dedans, il faut que le prix soit à peu près d'autant et puis tu avais un rapport de force entre les syndicats, les patrons, l'État. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas les patrons d'Electrabel seulement. Non, c'était pas que eux. C'est tous les patrons, c'est ça. Ouais. Parce que tu avais une sorte d'intérêt commun, qui devait fixer les prix et donc le patron d'une usine, il a aussi intérêt à ce que l'énergie soit pas trop chère, quoi. Oui, c'est ça, il y a quand même des intérêts contradictoires. Ouais, tout à fait. Au sein du patronat, quoi. Oui. Aussi, c'est ça. Après, on n'était pas dans le communisme réalisé, mais c'était une sorte de régulation dans le capitalisme. Oui, bien sûr, oui. Et ces régulations-là, on les a cassées. On a permis à des entreprises de venir en compétition sur le marché de l'énergie et pour ça, on a cassé les monopoles en petits morceaux. Donc avant, on avait Electrabel qui gérait la production, la distribution et la fourniture. On a saucissonné ça en petits morceaux pour créer tous des marchés. Et donc maintenant, quand tu cherches à avoir un contrat d'énergie, tu peux le prendre chez Engie Electrabel, mais tu peux aussi aller chez Total ou tu peux aller chez Luminus ou chez Octaplus avant qu'ils... Et ces acteurs-là, ils peuvent être propriétaires d'une centrale électrique, ils peuvent acheter du gaz, ou ils peuvent être simplement des acteurs de marché qui achètent de l'énergie chez les voisins et qui te la revendent. Donc on a des entreprises, si tu prends Mega par exemple, qui est un acteur qui est un peu connu en Belgique, Mega n'a pas de centrale électrique ou de plateforme de gaz quelque part. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de l'énergie sur le marché et puis ils la revendent aux gens.
Et l'idée, c'était en permettant ça de créer un marché compétitif. Donc on casse les monopoles en petits morceaux, ça c'est une chose. L'autre chose qu'on fait pour qu'il y ait un marché, c'est... Excuse-moi, il n'y avait pas aussi une idée, même s'il y avait des opérateurs qui ne produisaient rien, de les inciter à eux investir dans le renouvelable? Si, mais sans obligation. Donc on espérait que Mega un jour se dise, tiens, pourquoi je n'investirais pas moi-même dans un parc éolien? Mais il n'y avait pas d'obligation. On pouvait très bien être un acteur qui produisait rien du tout et qui faisait juste de l'achat-vente. Un peu comme un prestataire de service, quoi. Oui, Donc, et alors, pour qu'il y ait un marché, ce qu'on a aussi fait, c'est casser les régulations de prix. Parce que tant qu'il y a une régulation du prix, il n'y a pas vraiment de marché. Et donc, on a remplacé les régulations de prix du gaz et de l'électricité par des bourses. Des bourses où Mega peut aller acheter X mégawattheures d'électricité à Engie, Y mégawattheures de gaz à Shell, et puis le revendre. Et inversement, Engie peut là acheter, vendre son électricité nucléaire. Et donc on a cassé les monopoles et cassé la régulation des prix. Et la conséquence de ça, c'est que contrairement au discours de l'Union européenne, grande surprise, ça n'a pas amené à plus de concurrence, ça a amené à plus de concentration. Les grands acteurs se sont mis à racheter tous les autres. Il y a eu des centaines de fusions-acquisitions en Europe, au point que maintenant on a en gros une dizaine d'entreprises qui contrôlent l'essentiel du marché de l'énergie européen. Et parmi cette dizaine d'entreprises, il y en a qu'on connaît assez bien en Belgique, parce que la Belgique est un bon exemple de ça. On a cassé le monopole d'Electrabel, on a ouvert son capital. Conséquence, Engie, grand acteur lui-même issu de la libéralisation en France, a racheté Electrabel. Alors en Belgique, la mise en compétition, elle avait permis aussi la création d'un plus petit acteur, l'Empiris, mais l'Empiris lui a été racheté par Total. Et on avait un petit acteur public qui a été privatisé, c'était celui qui est devenu Luminus, qui était avant la Société publique d'énergie, la SPE, et lui a été privatisé puis racheté par EDF. Et donc en fait en Belgique maintenant, on a trois acteurs, trois grandes entreprises françaises, Engie, EDF et Total, qui contrôlent 75% du marché énergétique européen. Et bien ça s'est passé dans toute l'Europe. Et donc, comme il y a quelques acteurs qui contrôlent le marché, il n'y a pas de compétition. Et comme il n'y a pas de compétition, c'est eux qui définissent les prix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà avant la crise de l'énergie? Le prix que les gens payent pour leur électricité et leur gaz, il a augmenté de plus de 50%. Sans aucune raison autre que d'alimenter les profits de ces grandes entreprises. Alors, comme ces grandes entreprises... Excuse-moi, ça c'est même avant 2021. Ouais. C'est entre 2005 et 2021. On voit qu'en Belgique, le prix de l'énergie a augmenté de plus de 50%, au-delà de l'inflation. Alors, comme ces grandes entreprises contrôlent le marché, pourquoi est-ce qu'elles investiraient ? Il n'y a aucune raison pour elles d'investir. Elles font suffisamment de profit en contrôlant le marché et en faisant des fusions-acquisitions. C'est ça qui leur rapporte, c'est de contrôler de plus en plus largement. Par contre, investir, pas du tout. Parce que investir, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque sur le long terme, alors que les prix, eux, sont fixés par des bourses qui changent du jour au lendemain. Et en plus de cette période, les prix étaient très bas. Et les prix étaient très bas. Et donc, ce qu'on a vu, contrairement de nouveau à ce que l'Union européenne avait dit, c'est que les investissements ont chuté. Alors, qu'ont fait les gouvernements ? Ils se sont mis à subsidier le privé pour investir, en disant « si le privé n'investit pas dans les énergies renouvelables, il va falloir lui donner des subsides. » Alors, en Belgique francophone, on connaît bien la question des certificats verts. Les certificats verts, on en a beaucoup entendu parler pour les panneaux solaires sur les toits des gens, mais en fait, les vrais bénéficiaires des certificats verts, ce n'est pas les familles, c'est les entreprises. Les premiers propriétaires de panneaux solaires, c'est les propriétaires de très grands entrepôts, c'est les Deleuze, c'est les Colruyt, c'est Microsoft avec ses centres de serveurs. Eux touchent énormément d'argent pour installer des grands parcs de panneaux solaires. C'est aussi Engie. Sur les toits des holdings, des grands entrepôts. C'est ça, ouais. C'est aussi Engie qui va toucher énormément d'argent pour aller installer des éoliennes en mer du Nord. Et donc ça a été fait au nom de la transition verte. Puisque les privés n'investissaient pas, on va lui donner de l'argent public. Mais on a commencé comme ça à développer un parc d'énergie verte, mais le privé a dit « Ok, mais pendant toute la transition, vous allez avoir besoin aussi de mes centrales nucléaires et de mes centrales au gaz, parce qu'on ne va pas passer d'une énergie fossile et nucléaire à une énergie verte en quelques années. » Or moi,
c'est plus très rentable non plus mes centrales au gaz et mes centrales nucléaires. Et donc si vous voulez que je les laisse ouvertes, il va falloir payer. Et donc on a aussi payé pour les centrales au gaz. Ah bon. Et puis maintenant, on paye aussi pour les centrales nucléaires. Et donc en fait, le public paye pour tout. Et après, les gens payent encore sur leurs factures parce que derrière les certificats verts, en fait, ils se retrouvent sur les factures des gens. Les subsides à Engie pour ses parcs éoliens et pour ses centrales au gaz, ils se retrouvent aussi sur les factures. Et donc ça a tiré les prix vers le haut, contrairement à ce que l'Union européenne disait. Et donc on se retrouve comme ça en 2020-2021 avec un système énergétique dont on ne contrôle plus les prix, où malgré les subsides, on a très peu investi et où les grandes entreprises ont tout fait pour garder un maximum leurs vieilles centrales parce qu'elles leur rapportaient suffisamment, il n'y avait pas de raison de s'en séparer. Et donc ils ont fait un lobbying intense pour utiliser le gaz, pour garder les centrales nucléaires. Où globalement, comme on n'a pas investi, progressivement on produit quand même de moins en moins d'énergie parce que les centrales au charbon, on les a fermées, les plus vieux réacteurs, il a bien fallu les fermer aussi. Et donc on a un système énergétique qui est de plus en plus fragile. On produit de moins en moins d'énergie. La demande, elle reste très élevée parce que, par exemple, on n'a pas investi dans l'isolation. On a fait quelques primes, mais il n'y a pas eu de plan d'isolation. On ne contrôle plus les prix parce qu'on les a dérégulés avec le système de bourse. Entre-temps, et ça, c'était prévisible, la production de gaz de la mer du Nord, elle a baissé parce que simplement les gisements s'épuisent. C'était une des réserves de gaz de l'Union européenne, à un moment, elle est vide. Donc on dépend du gaz extérieur. Et en 2021, on sort du Covid. Il y a encore beaucoup de gens en télétravail, donc beaucoup de gens sont chez eux. L'hiver est plus long que prévu. Il a fait plus froid, donc les gens chauffent, donc la consommation de gaz remonte. L'économie repart en Europe, ailleurs aussi, donc la consommation de gaz de l'industrie augmente aussi. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les bourses? Ça fait doubler le prix du gaz entre le début de 2021 et la moitié de 2021. Donc bien avant que les tensions augmentent sur la question ukrainienne. Déjà à ce moment-là, les prix doublent. Alors que font les traders de l'énergie? Ils voient que sur le marché, le prix du gaz augmente. Par contre, en 2020, ils ont fait des stocks pour pas très cher, parce que là, c'était le Covid, et donc là, le gaz était à son prix plancher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le gaz stocké, ils ne vont pas aller acheter du gaz plus cher sur le marché, donc on vide les stocks. C'est logique économiquement, hein, c'est pas, si tu laisses faire le marché fait ce qui est le plus rentable. Le plus rentable, c'est d'utiliser le gaz en stock. Le prix monte et on vide les stocks. Et là arrivent les tensions, cette fois-ci autour de l'Ukraine. Les tensions autour de l'Ukraine, c'est des tensions entre Europe, États-Unis et Russie. Or, la Russie, c'est notre premier fournisseur de gaz à ce moment-là. Ils fournissent 40% du gaz qu'on consomme en Europe. Et on a imposé aux Russes de nous vendre notre gaz sur la bourse. Donc on a cassé tous les mécanismes de régulation des prix du gaz. Et donc, face à cette montée en tension, la Russie commence à réduire ses exportations de gaz à l'Europe à partir de la deuxième moitié de 2021. On a baissé les stocks, les prix avaient déjà doublé, et maintenant on perd une partie de la fourniture de notre premier fournisseur. Comment réagissent les acteurs boursiers? Ils font monter les prix. Et donc fin 2021, les prix ont été multipliés par 4 sur le marché du gaz. Début 2022, c'est le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Là, les prix sont multipliés par 8, parce qu'on a la crainte que tout le gaz soit interrompu. Et de fait, le volume de gaz qui arrive de Russie est de plus en plus bas. Tu veux dire que la Russie a commencé déjà avant la guerre à réduire ses livraisons? Ouais. Ah ouais? Oui. Déjà depuis la deuxième moitié de 2021, en fait, les volumes baissaient régulièrement. Et donc face à ça, c'est la logique d'une réaction d'un marché. Le marché monte, l'offre et la demande. Et donc c'est encore pire 2022. Et 2022, là, t'as encore, et c'est multiplié par 8 à ce moment-là. Mais tout ça, c'est des mécanismes de marché. Il n'y a jamais eu de pénurie de gaz en tant que telle en Europe. Ouais. Il y a eu des peurs d'une pénurie de gaz. Et c'est la peur qui fait monter les marchés. Et après, tu as des spéculateurs qui s'en emparent. Il n'y a pas eu de pénurie et il n'y a pas non plus de différence dans le prix d'exploitation du gaz. Et ça, c'est l'autre truc. C'est que d'un côté, tu as des prix qui sont fixés par des logiques de marché et des bourses. Ouais. Et ce qui est intéressant dans la mécanique européenne, c'est qu'en plus, le prix du gaz détermine celui de l'électricité. Parce que, je ne sais pas s'il faut l'expliquer, mais en gros, la logique, c'est que l'électricité, tu ne peux pas la stocker, ou très difficilement. Donc il faut en permanence que ta production d'électricité corresponde à ta consommation d'électricité.
Et donc, ce qui va fixer le prix de l'électricité, c'est pas ta production de base, c'est pas tes centrales nucléaires, parce qu'elles produisent à peu près tout le temps la même chose. C'est pas non plus tes éoliennes ou tes panneaux solaires, parce que eux, tu dois consommer leur production. Ce qui va déterminer, et eux, leur production, tu peux pas la piloter, elle dépend de la météo, et donc quand il y en a, tu la consommes, quand il y en a pas, tu dois trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est les centrales qu'on va appeler pilotables, c'est les centrales que tu peux allumer ou éteindre pour répondre à la demande immédiate. Et ces centrales, c'est les centrales au gaz, essentiellement en Europe, et les centrales au charbon. Et donc, comme c'est ces centrales-là qui déterminent l'équilibre immédiat entre l'offre et la demande, c'est ces centrales-là qui fixent le prix, quel que soit le prix du reste. Ça veut dire que Engie, qui produit l'essentiel de son électricité avec des centrales nucléaires, ils ne le vendent pas au prix de base de leur production nucléaire, ils le vendent au prix immédiat de, par exemple, la centrale au gaz qui va répondre à l'offre et à la demande. Et là, on arrive à ce que tu dis. On a d'un côté des prix qui sont déterminés par des bourses qui changent au quotidien, mais de l'autre, si tu te mets dans la peau du patron de Total, tu serais beaucoup plus riche. Oui. Eh bien, le patron de Total, lui, ses prix de production, ils n'ont pas augmenté entre 2020 et maintenant. Extraire un litre de gaz de la mer du Nord ou en allant le chercher avec des logiques néocoloniales en Afrique, ça ne lui coûte pas plus cher. Par contre, il le vend 8 fois plus cher. Si tu prends l'entreprise de gaz norvégienne, qui est devenue notre premier fournisseur maintenant, extraire un litre de gaz en Norvège, ça ne coûte pas plus cher, mais ils le vendent 10 fois plus cher. Et si tu prends Engie et ses centrales nucléaires, produire un mégawattheure d'électricité nucléaire, ça ne coûte pas plus cher en 2020 que maintenant, mais ils l'ont vendu jusqu'à 10 fois plus cher. Et donc eux ont fait des profits de guerre gigantesques en fait, qu'on est encore occupé à comptabiliser. Et donc tu prends les 5 premiers pétroliers occidentaux, et ils ont fait ensemble 200 milliards de profits en une année en 2022. En 150 ans d'histoire, ça n'aurait jamais arrivé. Hein. Tu prends l'entreprise norvégienne, ils ont fait 75 milliards de profits en un an. 75 milliards de profits, ça veut dire que chaque famille européenne a payé 500 € quasiment, rien que pour celui-là. Et donc, c'est ce volume-là d'argent qui est sorti des poches des travailleurs pour aller vers ces monopoles de l'énergie. Et donc, c'était eux qui étaient à l'initiative de la création du marché de l'énergie, et c'est eux qui en sont logiquement les principaux bénéficiaires. Oui, et tu expliquais aussi que en fait, ce sont au départ les lobbies des producteurs d'hydrocarbures, donc surtout gaziers, qui ont favorisé en fait que tout se tourne vers le gaz. Ouais. Donc parce que actuellement, les écologistes surtout, ils parlent beaucoup des lobbies de l'énergie qui favorisent le nucléaire, mais non, en fait, ceux qui déterminent le jeu, c'est les acteurs du gaz, en fait. Tu peux revenir là-dessus ? Ouais, tout à fait. En fait, en gros, c'est à peu près les mêmes en plus. Ce qui détermine le jeu, c'est vraiment la rentabilité à court terme. Et le gaz en a fait partie parce que le gaz, c'était vu un peu comme une sorte d'énergie miracle pour les monopoles de l'énergie. Pourquoi ? Si tu es Total et Shell, tu vois bien que la production de pétrole, ça commence à avoir mauvaise presse, que les impacts environnementaux à la production, à la consommation, sont pas idéaux et que donc ce modèle-là, à un moment, il va prendre fin. Il y a aussi la question de ce qui restera des ressources. Passer pour eux du pétrole au gaz, c'est garder à peu près le même business model, c'est extraire. C'est garder le même fonctionnement, hein, concentrer son activité dans les ports, les plateformes, etc. Donc pour eux, passer du pétrole au gaz, c'est en gros le meilleur moyen de sortir du pétrole sans sortir de leur source de profit. Si tu prends maintenant les producteurs d'électricité, eux, ils sont censés avoir la pression des normes européennes pour progressivement verdir l'énergie. Et donc, pour eux, la priorité qui leur est fixée, c'est de fermer leurs centrales les plus polluantes. Les centrales les plus polluantes, c'est le charbon. Mais ces centrales, elles ont l'utilité de pouvoir être allumées et éteintes, et donc de répondre à cette offre immédiate. De nouveau, pour eux, passer du charbon au gaz, c'est le moyen d'investir le moins possible et de garder le même modèle. Et donc, il y a eu un lobbying très très fort des pétroliers et des énergéticiens pour vendre le gaz comme une sorte d'énergie de transition idéale entre le pétrole et le charbon et le renouvelable.
Et ce lobbying, il avait derrière lui les plus grandes firmes du pétrole, les plus grandes firmes de l'énergie. Après... Donc tu veux dire qu'en fait, une centrale nucléaire, tu ne peux pas pousser le bouton à gauche ou à droite, sinon ça donne Tchernobyl en gros. C'est plus compliqué, ça peut donner Tchernobyl et surtout c'est pas économiquement très rentable. En fait, ce qui est rentable dans une centrale nucléaire, ce qui lui permet de produire de l'électricité pas trop cher, on pourra revenir sur ces questions-là, c'est en fait de produire beaucoup d'énergie tout le temps. Chaque fois que tu arrêtes une centrale nucléaire, tu dois garder toutes les normes de sécurité au même niveau que si elle fonctionnait, tu dois garder le même personnel sur place, par contre tu produis plus rien. Et donc ça te coûte extrêmement cher pour rien produire. Ouais, et alors aussi, le mécanisme de la centrale nucléaire est moins flexible que la centrale au gaz. Effectivement, tu ne peux pas couper ou allumer un réacteur. Il y a un temps de fonctionnement qui est différent techniquement. Et donc, tu ne peux pas, si tu as une pointe de consommation imprévue à 18h, tu ne peux pas dire « Ah, j'allume mon réacteur et 5 minutes après… Ça, le gaz peut le faire, pas le nucléaire. Et donc, le nucléaire a plutôt une fonction en Belgique, en France, de production de base. De régime, ouais. Après… L'opposition qu'il y a en Belgique entre gaz et nucléaire, et donc avec l'idée que les écologistes défendraient le gaz contre le nucléaire, c'est très belgo-belge parce que dans les faits, les géants de l'énergie, du gaz et du nucléaire sont les mêmes. Hein. Ils sont actifs sur tous les marchés et d'ailleurs, juste avant la crise, ils ont réussi à faire reconnaître le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes. Et donc, à recevoir de l'argent destiné aux énergies renouvelables pour le gaz et pour le nucléaire. Oui, donc c'est les mêmes en fait. Le nucléaire parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Voilà. Et le gaz, c'est parce que c'est le moins mauvais. Il est naturel. Voilà. C'est du gaz naturel. Ouais. C'est ça. Je t'avais coupé dans ton raisonnement, je ne sais pas si tu voulais continuer. Peut-être un tout dernier élément sur cette question du gaz, qui est, parce que tu dis gaz naturel, donc ça m'y fait penser, c'est qui est l'autre grand gagnant de la crise de l'énergie? Oui. Parce qu'on a toujours du gaz en Europe, mais d'où il vient maintenant s'il vient plus de Russie? Eh bien, maintenant, notre nouveau fournisseur de gaz qui est venu nous sauver, c'est le gaz américain, le gaz des États-Unis. Et le gaz des États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est le gaz de schiste. Donc, ce qui a changé dans la géopolitique du gaz aussi au cours des 15 dernières années, c'est que le premier producteur de gaz mondial, et de pétrole d'ailleurs aussi, c'est les États-Unis. Et donc, eux cherchent depuis des années des débouchés pour leur gaz de schiste. Or, jusqu'à la guerre, le gaz de schiste, d'abord, il était plus cher que le gaz russe. Et en plus, il avait mauvaise presse. On estime que produire 1 litre de gaz de schiste, ça produit 4 fois plus de gaz à effet de serre et toutes les conséquences en termes de pollution du sol, de destruction des espaces naturels. C'est beaucoup plus polluant encore que les productions de gaz conventionnelles. Et donc, personne n'en voulait de leur gaz en Europe. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Et donc, on est par la force des choses devenu le premier acheteur de gaz liquéfié américain. Et c'est comme ça que Chevron, Exxon, donc les géants du pétrole et du gaz américains, sont occupés à faire des profits mirobolants. Et Total, je crois qu'il est le premier convoyeur de gaz. Total fait partie des grands acteurs du secteur aussi. Et donc, au pic de la crise, chaque bateau qui traversait l'Atlantique rempli de gaz, faisait 200 millions de profits. Donc le propriétaire du bateau faisait 200 millions de profits en traversant l'Atlantique parce qu'il vendait sa production américaine jusqu'à 15 fois le prix aux États-Unis. Ah ouais. Et donc il traversait l'Atlantique et hop, bingo. C'est pour. Et en plus il apparaissait comme un sauveur. Ouais, c'est ça. C'est pour remplir les stocks, c'est ça? Oui. Je vais revenir sur 2 éléments de ce dont tu parlais, de la libéralisation des marchés. Le premier, donc parce que tu parles des saucissons, tu n'as parlé que de la tranche fournisseur. Mais il y a les autres tranches. Donc les tuyaux qu'il y a sur la distribution et tout ça, on peut pas avoir un mécanisme de marché là-dedans. Et donc en Belgique, la solution qu'on a trouvée, c'est les intercommunales. Comment expliquer qu'il y a autant d'affaires avec tout ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales par rapport à ça. Donc, en Belgique, on n'a pas... Excuse-moi, les libéraux vont dire que ça, c'est pas une solution libérale. Ça, c'est purement la corruption publique.
Ouais, alors ça c'est évidemment une simplification un peu forte. Donc effectivement, en Belgique, on n'a pas privatisé le réseau d'énergie complètement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas privatisé du tout, hein. Donc le gestionnaire du réseau à haute tension Elia et le gestionnaire du réseau de gaz à grande capacité Fluxys sont tous les deux en partie privés, hein. Mais effectivement, par contre, la distribution, donc le réseau à basse tension électrique et le réseau de gaz local, hein, les tuyaux qui passent dans ta rue, eux sont aux mains des intercommunales, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, sont les intercommunales qui gèrent. C'est pas le cas partout en Europe, hein. Donc en Allemagne, par exemple, on a été jusqu'à privatiser complètement certains réseaux de distribution. Et d'ailleurs, les gens ont réagi et il y a eu des référendums, des manifestations, des mouvements sociaux pour renationaliser ces réseaux et qui ont abouti à des renationalisations. Mais donc en Belgique, on n'a pas été jusque-là. On a choisi ce modèle de l'intercommunal. Et c'est les intercommunales qui elles-mêmes sont représentées chez Elia et Fluxys en partie. Donc elles sont et gestionnaires du réseau local et en plus elles ont des liens avec le réseau plus général. Et ça pose la question des intercommunales, de ces structures-là en général, qui est la question de l'éloignement du contrôle démocratique. C'est que ne pas avoir privatisé, c'est plutôt une bonne chose, mais que parce que la propriété de l'infrastructure reste publique. Or, a priori, comme c'est un besoin de base, hein, l'eau, l'énergie, ce serait mieux que ce soit l'État qui s'en charge. Donc, c'est une chose, c'est la propriété, mais on le voit avec les intercommunales, la propriété publique ne garantit pas le contrôle démocratique, loin de là. Le contrôle démocratique des intercommunales est fort distendu, très éloigné en fait. Et donc ça a amené à toutes les conséquences que ça permet en fait, d'utiliser de l'argent public avec un contrôle très compliqué parce que ces structures sont interconnectées entre elles, sont multiples, sont éloignées, comme elles sont ni communales ni régionales, elles ne sont contrôlées ni par le Parlement régional, ni vraiment non plus par les conseillers communaux. C'est des intermédiaires qui sont un peu hybrides, qui ont sans doute été construits en partie pour ça, et qui rendent le contrôle démocratique très compliqué, oui. C'est ça. Donc là aussi, on peut faire des améliorations. Oui. Il y a un autre épisode sur lequel j'aimerais que tu reviennes. Donc j'ai déjà un certain âge, voilà. Mais j'ai été fort marqué, donc ça s'est passé il y a 20-25 ans, par la vente d'Electrabel à Suez, c'est ça? Tout à fait, qui deviendra Engie. J'ai découvert plus tard qu'Electrabel n'était pas une entreprise publique, comme tu l'as dit. En Belgique, donc tout le parc nucléaire était aux mains privées. Mais quand même, c'était un grand traumatisme en Belgique parce qu'en fait, on a vendu ça à l'étranger. N'empêche. Oui. Donc là, il y a deux questions. Un, qu'est-ce qui s'est passé avec cette perte d'un joyau belge? Et deux, est-ce que c'est un problème que, et ça tu en avais déjà répondu avant, que la production d'énergie ne soit pas au moins de capitalistes nationaux, quoi. Oui, donc c'est deux choses différentes, effectivement. Mais les deux sont intéressantes et importantes. Je pense que la question de la prise de pouvoir de Suez qui deviendra Engie sur Electrabel, c'est probablement le cœur du problème de l'énergie en Belgique. Parce qu'effectivement, Electrabel, c'était une entreprise privée. C'est en fait un héritage de la Société Générale, donc du grand capitalisme de papa. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, dans beaucoup de pays européens, on a choisi de nationaliser l'énergie. Ça s'est passé en France, ça s'est passé en Grande-Bretagne. Et nationaliser l'énergie, ça voulait dire nationaliser la production d'électricité, mais aussi les mines. Donc c'était vraiment reprendre en main publique la base économique, une des bases économiques. Pourquoi? Notamment parce que ces entreprises, en France par exemple, ont collaboré avec le pouvoir fasciste. Donc il y avait vraiment une raison de la part des résistants et notamment du très fort mouvement communiste en France de revendiquer cette nationalisation. En Belgique, il y a aussi eu des revendications de nationalisation, mais on est arrivé à ce compromis finalement qui a été, on maintient Electrabel privé, mais avec une sorte de tutelle assez forte de l'État. Le problème, c'est que cette tutelle... Excuse-moi, c'est une tutelle structurelle... Contrôle des prix.
Ok, donc vraiment au niveau de la régulation, ils n'étaient pas actionnaires ou... Ils n'étaient pas actionnaires en tant que tels, mais ils avaient un pouvoir de blocage des décisions. Bien sûr, ça va, d'accord. Et ils avaient un pouvoir d'orientation des investissements. C'est ça probablement qui est très important, c'est que même si les centrales nucléaires, qui sont finalement l'outil industriel qui a le plus de valeur chez Electrabel, même si les centrales nucléaires appartenaient à Electrabel, entreprise privée, le choix d'investir dans le nucléaire, ça a été un choix de l'État belge et qui a été supporté par l'État et les travailleurs. Donc ça veut dire qu'à partir des années 70 et 80, on a surfacturé l'électricité de tout le monde pour payer cet investissement dans les centrales nucléaires. Et la logique, c'était de dire, on fait ça au plus vite, et comme ça on aura des centrales nucléaires qui vont être amorties assez rapidement, et elles produiront à ce moment-là une électricité qui sera moins chère, parce qu'une fois qu'on a amorti l'investissement, et tant qu'on ne doit pas démonter, ça, ce sera une autre question, la centrale nucléaire, si elle fonctionne, elle produit relativement peu cher. Si tu as payé son investissement et que tu ne te poses pas trop la question des déchets et du démontage, pendant ce temps de gloire, elle ne produit pas cher. Donc l'idée de l'État belge, c'était ça. On surfacture l'électricité pendant une vingtaine d'années, puis on profitera d'une électricité moins chère, et ce sera intéressant pour les gens, pour l'économie. Sauf que, quand les centrales ont été amorties, le capital d'Electrabel, par toute une série de péripéties, et en fait le début des mécanismes de libéralisation, a été ouvert à des investisseurs étrangers, et donc par une série de rachats-acquisitions, a été racheté par Suez, qui deviendra Engie. Donc c'est juste au moment où ça devenait rentable. Voilà. C'est un grand hasard. Et alors, Engie reprend en main Electrabel, bien sûr ne rembourse pas les 10 millions de Belges qui ont payé pendant 20 ans les centrales. Engie reprend l'outil à sa valeur de ce moment-là, un outil amorti, sans rembourser tout le reste. Et Engie se retrouve en 98 actionnaires majoritaires jusqu'à maintenant. Excuse-moi, je crois qu'il y avait aussi une partie de l'argent qui a été cotisé par les Belges, les travailleurs, qui servait aussi au démantèlement, je crois, c'est ça? Ouais, alors ça, j'y reviens tout de suite. Okay, dans l'accord du rachat de Engie, il y avait effectivement l'idée que comme ils ont l'outil amorti, ce serait quand même bien qu'ils provisionnent un peu d'argent pour le démontage. Okay. Mais donc ça, on va en reparler tout de suite après. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Engie se retrouve avec ses 7 réacteurs belges amortis. D'abord, encore avec un prix régulé. 7 réacteurs ou 7 centrales? 7 réacteurs. Il y a deux centrales, une à Doul et une à Tihange, une avec 4 réacteurs et une avec 3 réacteurs. Maintenant, il y en a 2 qui sont arrêtés sur les 7 pour l'instant. Mais donc, jusqu'à il y a 6 mois, ils avaient leurs 7 réacteurs qui tournaient. Alors bon, il y a eu des péripéties, mais globalement, ça tournait. Et ils sont amortis. Et donc, entre 98 et la crise, Engie a fait 15 milliards de profits sur sa filiale Electrabel. Ben oui, ils ont une production assez garantie, dont l'investissement est amorti. Et dans un premier temps, les prix étaient encore régulés, mais au fur et à mesure, en plus, ils ont pu de plus en plus jouer avec les logiques de marché pour vendre leur électricité au gré de l'évolution des bourses. Et pendant ce temps-là, ils ont très peu investi. Donc si tu regardes en Belgique, Engie s'est pas mis à construire des dizaines de centrales ou d'éoliennes. Ils ont surtout basé sur l'investissement déjà présent. Ça, tu le vois dans leur compte. La valeur de Electrabel au rachat et la valeur Electrabel maintenant dans leur compte, c'est à peu près la même. Donc en gros, ils ont entretenu leurs infrastructures, un peu investi, mais globalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Par contre, ils ont fait 15 milliards de profits sur, en fait, le dos de tout le monde. Parce que comme ils détiennent 75% de la production, Engie, c'est 70% de la production d'électricité de toute la Belgique. Donc c'est vraiment l'acteur dominant. Oui, c'est ça. Et donc en gros, c'est eux qui fixent un peu les règles du jeu. Donc ils les fixent pour les prix, mais ils les fixent aussi politiquement. Parce que quand tu détiens 70% de la production électrique, que tu vas voir le gouvernement, tu as un petit pouvoir de pression. Et donc pendant 20 ans, c'est aussi Engie qui a mené la danse politiquement. Quand Engie veut quelque chose, le gouvernement suit. Soit parce qu'il n'a pas le choix, soit parce qu'en plus, Engie envoie ses propres représentants là où il faut, dans les structures de contrôle, dans les cabinets. Et donc, on a en gros, en fait, on a une politique de l'énergie qui, depuis une vingtaine d'années, est fixée par Engie. Et là, on arrive à la question des provisions nucléaires. Les provisions nucléaires, c'était l'argent que Engie était censé mettre de côté pour
le démontage des centrales nucléaires. Il faut savoir que démonter une centrale nucléaire, c'est pas comme démonter une voiture. D'abord, dans le monde, on n'a encore jamais démonté entièrement une centrale nucléaire, donc ça c'est quand même impressionnant. Et pourquoi? Parce qu'on estime, par exemple, qu'en Belgique, le démontage prendra 100 ans. Le temps de démonter et de stocker l'ensemble des déchets, pour l'instant, on estime que ça prendra 100 ans. Et donc, si on commence en 2035, parce qu'il faut d'abord que ça refroidisse un peu avant de démonter, on terminerait en 2135. Et donc, toujours très théoriquement, puisque on n'a pas vraiment de recul, on estime qu'en Belgique, au coût actuel, ça coûterait 40 milliards de démonter et de stocker les déchets de nos 7 réacteurs. Excuse-moi, une petite question. Donc en fait, le démontage, moi je pensais qu'en fait, il s'agissait juste de mettre une grosse boîte en béton autour. Non, c'est pas ça qu'on fait. Non, parce que on pourrait faire ça pour une partie des bâtiments. Et donc effectivement, les centrales où on a été le plus loin dans le démontage, c'est ça qu'on a fait. On a gardé, si tu prends une centrale nucléaire, tu as une partie, tu as la grande cheminée, il n'y a pas de radioactivité là-dedans, c'est juste une centrale à vapeur, ça tu casses. Il y a les turbines qui servent à produire l'électricité avec l'eau chaude, ça aussi tu peux relativement facilement t'en débarrasser. Et au fur et à mesure, tu te rapproches du réacteur et tu arrives dans les parties les plus irradiées. Avec le combustible, ça tu peux le sortir, et alors tu as la question du stockage du combustible usé, du retraitement, ce qui est déjà un grand défi technique, parce que là-dedans, il y a des produits qui vont rester extrêmement dangereux pendant 100 000 ans. Et puis, il y a le bâtiment lui-même, la cuve du réacteur, si tu veux, la chaudière nucléaire et tous les tubes qui sont liés ont été irradiés pendant tout le temps de fonctionnement, et donc sont eux-mêmes compliqués à démonter. Et donc, les centrales pour lesquelles on était le plus loin dans le démontage, effectivement, on s'est arrêté à cette boîte et on a mis le réacteur en boîte. Mais il y a quand même le combustible. Et ce combustible, il chauffe. Il est irradié, mais en plus, il chauffe. Et donc, tu dois le stocker dans des conditions particulières, des conditions de sécurité et des conditions de sécurité pour la population environnante. Et donc, tu ne peux pas le laisser simplement dans le bâtiment. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On le met dans des piscines et on attend de trouver une solution. Mais un jour, idéalement, il faudrait une solution technique, stockage en sous-sol, ou peut-être qu'on aura trouvé quelque chose pour le recycler. Pour l'instant, il n'y a pas... En tout cas, dans le monde, on n'a pas encore trouvé une solution stable pour stocker ces déchets-là. Et donc, pour le démontage, il y a un coût, et donc, où on en est maintenant en Belgique? Et donc, on estime que c'est 40 milliards. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à Engie? On a dit, il va falloir provisionner. On va faire un plan de financement. On estime que Engie va devoir provisionner... Alors, excuse-moi, c'est très technique, mais écoutez bien, parce que ça, c'est un truc de fou. Oui. Et ça, on en parle beaucoup dans l'actualité. On ne comprend rien à ce qui se passe. Eh ben, il va tout nous expliquer. C'est vraiment là-dessus qu'on va payer très très cher. En fait, c'est probablement c'est un des cœurs des enjeux de la politique actuelle de l'énergie. Donc, on estime que ça va coûter 40 milliards. Probablement que c'est sous-estimé, Mais bon, gardons cette hypothèse-là. Qu'est-ce qu'on dit à Engie? On leur dit, ce que vous allez devoir faire, c'est provisionner une quinzaine de milliards. Et après, on placera cet argent, et on espère que par les mécanismes de bourse, on arrive aux 40 milliards. Donc déjà, on dépend des marchés pour le système. Et en théorie, ce qu'on dit à Engie aussi, c'est tous les 3 ans, on va pouvoir revoir à la baisse ou à la hausse le montant en fonction de la révision du coût réel. Et ça, Engie, pour eux, en tant que propriétaire privé, c'est une menace presque existentielle. Si le prix des centrales explose, qu'on passe... on prenait le RER, le prix du RER, il a été multiplié par 3, t'imagines ça pour le nucléaire, 120 milliards, Engie fait faillite, c'est fini. C'est ça. Donc, Engie a un intérêt clé maintenant que les centrales arrivent en fin de vie en Belgique, c'est de négocier un plafond. C'est de dire, ok, je vous paye ça, mais après vous me foutez la paix, quel que soit le coût réel. Je veux avoir une somme que j'annonce à mes actionnaires. Mes actionnaires, ce n'est pas des philanthropes, ils cherchent un taux de rentabilité. Si je leur dis que du jour au lendemain, mes coûts peuvent augmenter de X milliards, pas aller. Et d'ailleurs, on voyait que pendant ces négociations-là, le cours de bourse de Engie a plutôt tendance à baisser. Et donc, on se retrouve en 2022, en Belgique. Qu'est-ce qu'on avait fait comme choix? Comme ailleurs en Europe, on avait dit, ce qu'on va faire, c'est aller vers les énergies renouvelables, et le temps qu'il faudra, on prendra quelques centrales au gaz. Ça permettra de faire l'amortissement.
Alors ça passait plus ou moins jusqu'en 2020. Maintenant que le prix du gaz a explosé et qu'on ne sait plus trop où aller le chercher, c'est politiquement de plus en plus compliqué. Et là, c'est intéressant d'ailleurs sur le débat actuel, c'est que toutes les grandes familles politiques défendaient ce modèle. Hein. Il suffit vous allez voir... On accuse tout le temps les écologistes, mais en fait, non, c'est ça. Le parti politique qui voulait construire le plus de centrales au gaz en Belgique, c'est le MR. Vous allez voir leur programme de 2019, qu'est-ce qu'il est mis? 9 centrales au gaz. Donc c'est eux qui en voulaient le plus. On reviendra pourquoi c'était eux d'ailleurs. Donc c'était ça la stratégie belge à partager par tout le monde, c'est on va sortir progressivement du nucléaire, aller vers les énergies renouvelables et le temps qu'il faudra, on fera des centrales au gaz. Maintenant, construire 9 centrales au gaz, ça va être difficile à défendre politiquement. Déjà que c'était problématique, là ça devient impossible même politiquement. Et donc qu'est-ce qu'on dit à Engie? Ah ben écoutez, depuis 20 ans, on vous dit qu'on va fermer les centrales, ben, on aimerait bien que vous nous les gardiez un peu plus longtemps, nos centrales nucléaires. Ce serait chouette si vous faisiez un petit geste. Ah oui, Engie dit quoi? Pas de problème. Venez chez moi j'ai plein de solutions à vous proposer. Vous voulez des centrales nucléaires plus longtemps? Moi, j'en veux pas. Qu'est-ce que vous proposez en échange? Et qu'est-ce que vous proposez en échange? Engie a une demande qui est très claire, plafonner l'intervention dans le démontage et la gestion des déchets. Et donc c'est comme ça que Engie a négocié avec le gouvernement belge. Enfin, négocié. C'est comme ça que Engie a imposé les termes de la négociation au gouvernement belge, qui, puisqu'il ne remet pas en cause la propriété privée d'Engie sur les centrales, n'a pas trop le choix que d'accepter. Et donc, ce qu'on est occupé à négocier, c'est un plafonnement de l'intervention d'Engie. Ça veut dire que quel que soit le coût réel du démontage, ce sera pour la collectivité à partir du montant que Engie aura payé. Tous les suppléments, ce sera pour nous. Et des suppléments, on est à peu près certain qu'il y en aura. Oui, et en fait, c'est très vicieux parce que pour un politique, ça ne coûte rien de proposer ça n'arrivera pas maintenant. Hein. Voilà, c'est ça, parce que ça arrivera très longtemps. Par contre, les gens, ils vont se faire, se faire avoir, quoi. Ouais. Et en attendant... Et ça passe crème. Ça passe crème. Personne ne comprend rien, non. Et voilà. Et ça va être des milliards pour la collectivité. Ouais. Et alors, et en plus, ce qui est fort dans ce truc-là, c'est que quand Engie dit « je ne veux plus du nucléaire », en fait, Engie ne ment pas. Engie ne veut plus du nucléaire. Si on regarde la multinationale Engie maintenant dans le monde, la multinationale Engie, elle s'est créée à la privatisation de l'entreprise Gaz de France, qui était le gestionnaire semi-public du gaz en France, a été privatisé. Fusion-acquisition, c'est devenu Engie. Privatisé et racheté par Suez. Ouais. Et donc, c'est une entreprise de gaz, Engie. Ils se sont retrouvés propriétaires de centrales nucléaires seulement en Belgique parce qu'ils ont racheté Electrabel, mais ailleurs dans le monde, ils se sont défaits de tous leurs investissements nucléaires. Leur seul réacteur nucléaire dans le monde entier à Engie, c'est les réacteurs belges. Et donc, objectivement, en tant qu'entreprise, ils n'ont aucun intérêt technique à maintenir cette expertise nucléaire. Mais si on leur propose d'encore faire du profit pendant 10 ans, pourquoi pas? Mais effectivement, ils n'étaient pas du tout demandeurs, et la preuve qu'ils n'étaient pas demandeurs, c'est que pendant le gouvernement précédent, sous Marguem, ministre de l'Énergie, on sait très bien qu'il y avait plein de monde de chez Engie dans son cabinet. Or, on a à ce moment-là acté la sortie du nucléaire. Donc ils ont beau gesticuler, etc. pour l'instant, la sortie du nucléaire, elle a été confirmée pendant le gouvernement NVA, MR, OpenVLD. Et si elle a été confirmée à ce moment-là, alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens d'Engie dans le cabinet de l'énergie, c'est bien parce que Engie voulait ça. Engie n'est objectivement pas demandeur de prolonger le nucléaire. Et donc, dans la négociation, en fait, avec la Belgique, est encore plus à l'aise parce que ils n'ont rien à perdre, en fait. Oui, surtout en Belgique, c'est ça, oui. Et là, on revient à l'autre aspect qu'on avait évoqué, le fait que l'énergie en Belgique est détenue par des intérêts étrangers. Donc, c'est le cas là, privé, surtout. C'est un très bon exemple. Engie, c'est une entreprise de gaz qui contient le nucléaire en Belgique, mais donc le nucléaire, c'est pas son core business, comme on dit, voilà. Et donc, de manière générale, tu avais des commentaires par rapport à ça? En fait, Engie détient les centrales nucléaires, mais c'est aussi le premier propriétaire de centrales au gaz en Belgique. C'est un des premiers propriétaires de centrales éoliennes. C'est le propriétaire de la centrale de Caux, qui est l'outil qui permet le plus de stocker de l'énergie en Belgique. Et de réguler la production. Ouais. Donc, l'idée de la centrale de Caux, c'est que tu as 2 bassins.
Et quand on produit trop d'électricité, on remonte l'eau du bassin du bas vers le bassin du haut. Et quand on a besoin d'électricité en pic, en fait, on fait descendre l'eau et on fait tourner des turbines. C'est un outil extrêmement rentable. Engie en est propriétaire. Les centrales au gaz qui servent à réguler, c'est Engie le premier propriétaire. Et même dans les parcs éoliens, c'est Engie qui est un des premiers propriétaires. Donc Engie, en fait, a une part dominante à peu près dans toute l'énergie en Belgique. Et donc, par cette position économique, a un poids politique. Et ça, c'est vraiment une problématique forte. Et Engie n'a jamais payé pour avoir cette position-là. Engie a racheté Electrabel à son prix, mais il n'a jamais indemnisé la population. Et maintenant, il reporte tous ses coûts sur nous. Il a acheté une entreprise extrêmement rentable, il a encaissé les profits, il a fixé les prix, et maintenant, il nous fait payer encore l'addition. Donc, on a payé la nationalisation 3 fois. On l'a payé quand on a payé l'infrastructure, on l'a repayé avec les profits d'Engie, et on va encore la payer avec le démontage maintenant. Et donc, il est plus que légitime de reprendre en main publiquement ces activités. En fait, d'exproprier Engie. Oui, parce qu'ils ont déjà été payés, en fait. Oui, on a déjà payé l'expropriation, on l'a déjà payé plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Et en fait, on en est à un niveau de dépendance à Engie qui est tel que c'est quasiment les logiques décoloniales qu'il faudrait appliquer. Les lois qu'il faudrait appliquer pour nationaliser Engie, c'est quasiment les lois qui ont été utilisées dans les pays colonisés pour dire, bon, ça suffit, ces entreprises qui s'accaparent toutes nos ressources. Et donc, il y a une jurisprudence pour nationaliser Engie. Dans le droit international, quand on a des entreprises qui sont comme ça en situation dominante, qui fixent toutes les règles du jeu, il y a une légitimité à réclamer une expropriation sans indemnité. Est-ce que tu peux, je crois que tu l'as déjà évoqué, mais dire de manière un peu plus complète, quel est le rôle de l'Union européenne dans la politique énergétique en Belgique et en général dans l'Europe Donc l'Union européenne, elle a servi à fixer le cadre qui a permis par exemple à des entreprises comme Engie de prendre le pouvoir en Belgique. Donc elle a permis, en cassant les monopoles nationaux, en divisant le marché en petits morceaux, en cassant les régulations de prix, elle a permis en fait aux règles de marché de dominer et aux acteurs de marché de dominer. Donc des acteurs comme Engie, comme Total, comme Shell, par les lois européennes, se sont mis à pouvoir racheter des entreprises dans toute l'Europe et à fixer eux-mêmes les prix et à jouer sur les bourses. Il faut savoir que Engie, Total et compagnie, ils ont des branches entières de traders. Et c'est ces branches-là qui font une très grande partie de leur profit. C'est le rachat-vente. On estime qu'un litre de gaz consommé en Europe, il est acheté et vendu 25 fois avant d'arriver dans ta chaudière. À chaque fois avec des commissions et des... Avec des profits ou des pertes, hein, pas de bol si tu as une perte. Mais donc il y a 25 achats-ventes sur chaque litre. Donc la question sous-jacente, donc, quel est le poids des lobbies dans l'Union européenne? Dans l'énergie, c'est un des domaines où ils sont les plus nombreux. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, est-ce que c'est 500 ou 1000 lobbyistes, mais c'est un des secteurs où le nombre de lobbyistes actifs dans l'Union européenne est le plus fort. Et on a des organismes comme Corporate Europe Observatory, donc c'est l'observatoire des multinationales européens, font des études entières sur ce lobbying dans l'énergie. Et on en voit des conséquences directes, hein. Donc le fait que le gaz et le nucléaire soient des énergies vertes, c'est pas tombé de nulle part. C'était le fruit d'un lobbying assez puissant, quoi. Et donc en Europe, la politique énergétique, la stratégie n'est pas du tout soumise aux intérêts de la population, mais vraiment aux intérêts de ces multinationales. Oui, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on en est à un point où même les intérêts d'une partie du patronat deviennent contradictoires avec ceux-là. Parce que quand le prix de l'énergie explose, Arcelor ou les entreprises chimiques ne trouvent pas que c'est formidable. Et d'ailleurs, on commence à en voir les conséquences directes maintenant. Tous les jours, maintenant, on a des annonces d'entreprises qui délocalisent ou retardent leurs investissements européens. On a eu BASF. On a aujourd'hui les entreprises de production de batteries qui ont annoncé ça. On a plusieurs entreprises d'engrais qui sont à l'arrêt. Et donc, ça a même des conséquences, y compris pour les autres capitalistes. Donc, maintenant qu'on est dans quelles sont les différentes solutions qui existent déjà dans les pays européens? On peut peut-être faire un petit tour.
est celle qu'il faudrait faire? Enfin, je ne sais pas si parmi ces exemples-là, il y en a des très bons ou... Une première, quand tu vois d'un côté des gens qui ont une facture qui explose et de l'autre des gens qui ont des profits qui explosent, c'est se dire, tiens, est-ce qu'on n'irait pas chercher l'argent où il est? Et donc, c'est taxer les surprofits. Même entre entreprises, on le rappelle. Hein. Même entre entreprises. Oui. Et donc, taxer les surprofits, c'est sans doute la première mesure, mais qui est presque une mesure d'urgence et de nécessité absolue de réponse à la crise. C'est aller chercher l'argent là où il a été. Alors, certains pays l'ont fait. Donc, en Grèce, on a eu une taxe des surprofits qui a été jusqu'à 90% sur certains types de profits. En Espagne, il y a eu aussi des interventions sur ces questions-là. En Belgique, on a un peu taxé les surprofits d'Engie, mais pour donner un ordre d'idée, sur 9 milliards, on aurait été en chercher à peu près 1. Parce qu'il ne faut quand même pas trop fâcher Engie. Vous imaginez, il faut aller chercher de l'argent chez Engie en même temps qu'on négocie pour essayer d'avoir leur centrale un peu plus longtemps, tout en les laissant propriétaires des centrales en question. Donc, disons qu'on n'a pas négocié en position de force. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'argent. Donc, en Belgique, la taxation des surprofits, il y a encore une marge gigantesque à gagner, à aller chercher. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de se dire, qu'est-ce qui a permis cette explosion des prix? C'est la dérégulation des prix de l'énergie. Et donc, c'est revenir à un blocage des prix et à des prix de l'énergie qui correspondent au prix de production et pas au prix d'une bourse. Et donc, ça veut dire signer de nouveau des contrats d'approvisionnement à long terme avec, par exemple, la Norvège et imposer à Engie, par exemple, dans cette fameuse négociation, de vendre l'électricité de ses réacteurs à leur prix de production et pas au prix de la bourse. Il n'y a aucune raison politique qui imposerait de vendre cette électricité, il n'y a aucune raison technique non plus qui imposerait économique non plus, en fait. Non plus. Et donc ça, c'est une possibilité, c'est de revenir à des prix régulés de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Europe là-dessus? Il y a eu différentes mesures qui sont jamais complètement parfaites, mais qui montrent que c'est possible. Donc en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on a imposé à EDF, qui est l'entreprise, mais la publique dominante, de bloquer une partie des prix de l'énergie. Ce qui fait que les Français n'ont pas vécu la même explosion des prix que chez nous. En Espagne, en Espagne et au Portugal, on a fixé des plafonds sur les bourses, en disant, quelle que soit l'évolution de ces fameuses bourses du gaz et l'électricité, on ne montera pas au-delà d'un certain niveau. Tout ça, c'est pas incroyable, hein, on n'est pas arrivé à la solution, mais par contre, ça montre que c'est possible au niveau national et qu'il ne faut pas attendre une hypothétique décision européenne qui demande un consensus, et on sait très bien que c'est très compliqué, surtout vu le lobbying et les intérêts contradictoires de chacun. La Belgique, le ministre de l'économie en Belgique a dans ses compétences la fixation des prix de l'énergie. Donc il peut le faire. Et il l'a même déjà fait. En 2012, Van de la Notte, qui était ministre de l'économie, a bloqué les prix du gaz et de l'électricité. C'est un bolchevique, Van de la Notte. Tout à fait. Mais donc, s'ils l'ont fait à ce moment-là, ils savent que cette possibilité existe et ils peuvent s'en emparer. Donc, même sans attendre l'Europe, on pourrait bloquer les prix en Belgique. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas le faire. C'est pas qu'on ne peut pas le faire. Et ça, c'est important. Et alors, la dernière question, c'est de se dire, ouais, mais alors, si on bloque les prix, Engie vont arrêter de nous vendre de l'énergie. Eh bien, s'ils arrêtent de nous vendre de l'énergie, on n'est pas non plus démunis. Il y a aussi des lois qui prévoient ça. Il y a une loi qui permet la réquisition pour cause d'utilité publique urgente. Je ne sais plus quels sont exactement les termes, mais il y a une loi qui permet au gouvernement de s'emparer d'un outil de production si on considère que la façon dont il est géré est contradictoire avec les intérêts collectifs. Et on peut dire que là, quand le prix de l'énergie devient explosif, ou s'ils arrêtaient de vouloir nous en vendre, il y aurait un problème. Oui, on parle aussi de la catastrophe chez les petits indépendants. Tout à fait. C'est catastrophique au niveau économique, mais aussi au niveau du tissu social. On parlait de la désaffection des services publics. Le petit artisanat, c'est aussi très important dans la vie quotidienne. Tout à fait. Et donc, ce qu'on voit notamment dans cette crise, c'est que les restaurateurs indépendants, les boulangers indépendants se remettent à avoir des factures qui sont impayables et qui en profitent. Dans ce secteur-là, sera la grande distribution. Et donc, c'est de nouveau un transfert. C'est un des principes du capitalisme, hein, que pendant les crises, les grands monopoles se renforcent encore. Et donc, dans ce cadre-là, réquisitionner et même exproprier Engie, parce que c'est lui le premier producteur en Belgique, mais en général les grands producteurs d'énergie, c'est sans doute la troisième étape qu'il faudrait mettre en œuvre
pour reprendre en main l'énergie. Si on considère que c'est un bien commun, que c'est un besoin de base de se chauffer, de produire, de se déplacer, il n'y a pas de raison que ce soit aux mains de quelques conseils d'administration. On a déjà vu ce que ça donnait pendant 20 ans, des investissements, maintien dans les énergies les plus polluantes, explosion des prix. Je pense que là, on a suffisamment de recul pour savoir que c'est une mauvaise idée. Oui, même les libéraux, ils se disent assez, c'est vraiment trop. Un autre point intéressant, oui, c'est au niveau vraiment maintenant plus global, et géopolitique, à quel niveau l'Union européenne est déforcée par rapport à tout ce qui se passe Mais ça, c'est aussi une constante dans l'Union européenne, c'est que le seul ciment entre les différents pays, c'est les règles c'est la libéralisation. Mais que par contre, il n'y a pas de politique économique adossée. Et donc là, par exemple, ce qui est occupé à se passer pendant cette crise, c'est que, en plus de nous coûter très cher à tous, elle a des conséquences économiques plus générales. Elle a les conséquences du départ maintenant de plusieurs entreprises, notamment au profit des Américains. Parce que les Américains, en plus de nous vendre leur gaz de schiste extrêmement cher, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi les derniers mois? Eux, ils ont taxé une partie des surprofits. Donc les surprofits que font leurs entreprises avec nos factures, c'est eux qui les taxent. Ça, c'est une chose. Et alors, ce que Biden fait aussi maintenant, ça s'appelle l'Inflation Reduction Act. Donc, c'est IRA, mais c'est plus l'IRA irlandais, c'est l'IRA de Biden. Et l'IRA de Biden, c'est en fait donner des subventions pour le développement de la production d'énergie verte aux États-Unis. Énergie verte, batterie, hydrogène, éolienne, panneaux solaires. Et donc, dans tous ces secteurs, il y a beaucoup de chances que les investissements qui éventuellement étaient prévus en Europe partent aux États-Unis. Énergie moins chère, aide publique, notamment payée indirectement par nos factures. Et face à ça, la politique européenne, c'était le Green Deal, c'était ce plan de relance, mais la crise de l'énergie l'a plutôt mis à l'arrêt. Et donc, pour donner un exemple très concret, tu pourrais dire, ok, les prix ont explosé en Europe, au moins ça doit inciter à investir dans d'autres techniques. Eh bien, tu vas voir alors les carnets de commandes des éoliennes en Europe. Tu vas voir même les communications du patronat du secteur, donc c'est Siemens, c'est Vestas au Danemark. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est la catastrophe, il n'y a plus de commandes. Parce que qu'ont fait les pétroliers avec leurs profits? Ils n'ont pas investi dans les éoliennes, ils ont distribué en dividendes. Qu'a fait le public avec les budgets qui étaient prévus? Il a fait des aides d'urgence, donc il n'a pas investi. Et ceux qui achètent des éoliennes, ils ne les achètent plus en Europe, parce que comme les prix de l'énergie ont explosé, les prix de production aussi, et donc ils les achètent en dehors. Et donc, alors même qu'on devrait investir un maximum dans les énergies renouvelables, les carnets de commandes sont vides. Oui, et donc il n'y a vraiment pas de stratégie industrielle. Tu avais expliqué aussi à un moment donné qu'en fait, donc en Europe, tu as les prix dérégulés. Et attends, je bug. Tu as les prix dérégulés et tu as le marché qui est coupé en petits morceaux pour permettre la compétition. Oui, c'est ça. Et la libération. Non, c'est ça. Non, et pas d'énergie en fait. Ouais. Alors qu'en Chine, dans le reste du monde, les prix sont régulés et ils ont des sources d'énergie pas chères. Ouais. Et aux États-Unis, les prix sont régulés, mais ils ont leur propre énergie en fait. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, les prix ne sont pas régulés, mais ils ont leur énergie. Et en Asie, où ils sont un peu comme nous dépendants de sources extérieures, ils ont gardé des contrats fixes, qui semble être la logique. Oui, quand tu ne maîtrises pas la fourniture, autant en maîtriser les prix. Si tu maîtrises aucun des deux, tu es un peu exposé aux fluctuations. Et en plus de ça, ce qui est terrible dans cette crise où les prix européens ont fait exploser où la politique européenne a fait exploser les prix, c'est que nous, on paye très cher nos factures, mais dans les pays du Sud, eux, ils vivent déjà les coupures d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que le prix du gaz est devenu impayable? En Inde, au Bangladesh, au Pakistan, en Afrique du Sud, en Égypte, ils n'ont plus su en acheter du gaz. Et donc là, ils vivent déjà des coupures de courant à répétition depuis plusieurs mois. Et ça, pour nous, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, la crise de l'énergie, elle a en plus des impacts ailleurs dans le monde. Oui.
Donc je crois qu'on a déjà fait plus ou moins le tour, Ouais. c'est déjà pas mal. J'aimerais te faire réagir sur quelques dossiers sur lesquels les Gilets jaunes sont plus ou moins actifs. Le premier, je ne sais pas si tu en as entendu parler, donc à Perouet, on a une antenne Gilets jaunes. À Perouet, donc tu sais que ça se situe dans la SB, c'est pas un géographe que je vais expliquer que c'est parmi les terres les plus riches du monde, hein, les mêmes qu'en Ukraine, hein, donc c'est... il y a une grosse résistance locale à l'installation d'éoliennes. Parce qu'une éolienne, bon, ok, il y a la partie visible, mais en bas, il y a beaucoup de béton. Et donc, quelle est ta réaction par rapport au fait d'installer des éoliennes dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus appropriés? Il n'y en a pas. Je connais pas bien le dossier. Je sais que c'est question d'installation d'énergie, d'infrastructures d'énergie. C'est aussi la question des lignes à haute tension. Il y a aussi une question de démocratie, de comment on implique les habitants dans l'installation. Après, c'est clair que ça peut paraître absurde d'utiliser les terres les plus productives pour faire autre chose que de la production, mais en fait, si tu regardes où sont les grandes villes mondiales, la plupart sont sur des terres, sur des terres cultivables. Et donc, je pense qu'il y a vraiment aussi une question de quelles sont les priorités locales, quoi. Et peut-être qu'à cet endroit, enfin, peut-être qu'il faudrait installer ces éoliennes le long de l'autoroute, j'en sais rien, et voir comment tu compenses l'installation d'éoliennes à tel endroit pour l'agriculteur local. Mais comme je connais pas le dossier individuellement, ce que je vois, en tout cas en général, c'est qu'il y a, dans la mesure où les gens ont l'impression que l'énergie ne leur appartient pas, qu'on installe des lignes à haute tension, des éoliennes, des ceci, des cela, sans qu'ils soient consultés, sans que ça leur profite aucunement, ça rend d'abord ça rend les dossiers légitimement conflictuels, et puis ça pose le problème de la démocratie, de pourquoi on installe ça et pour qui. À qui va profiter de ces éoliennes? Est-ce que les Belges en général, est-ce que les travailleurs vont voir leur prix baisser? Non. Qui est propriétaire de ces éoliennes? J'en sais rien. Tout ça, ça pose des problèmes. Il y avait un texte de, tu vois, Varoufakis, l'ancien ministre, qui expliquait ça. Il disait, en Grèce, depuis chez moi, je vois des éoliennes et a priori, tu pourrais te dire, ah, c'est chouette, quand il y a le vent qui tourne, au moins, j'aurai de l'électricité gratuite. Mais il dit, non, celui qui profite de l'électricité gratuite, c'est le propriétaire de l'éolienne, mais il ne la vend pas du tout gratuitement. Il la vend toujours le plus cher possible, que le vent tourne pas. Et donc, il dit, moi, comme ça, je comprends pourquoi les gens sont contre les éoliennes. Pourquoi ils seraient pour? Elles n'ont aucun intérêt pour eux. Alors qu'en théorie, elles devraient en avoir un collectivement. De fait, dans la façon dont on les installe. Ouais, c'est ça. Un autre dossier sur lequel on est très actif, c'est, je ne sais pas si tu connais Erda, qui est une grosse usine de pellets dans les Ardennes. Ouais, c'est un des leaders du secteur. Voilà, et donc on a découvert pas mal, par exemple, le fait que, évidemment, ils reçoivent des subsides publics parce que c'est une entreprise verte, hein, la biomasse est reconnue comme étant une des sources d'énergie verte. Mais qu'en fait, voilà, ils revendent à l'étranger, voilà. Il se fait aussi que les prix des pellets ont explosé aussi en Belgique, et en fait on s'est rendu compte que on les soupçonne fort de faire du stock, hein. Évidemment ils captent beaucoup de subsides publics pour les terrains, pour la construction, pour ceci, pour cela, de manière très opaque, donc on n'arrive pas à savoir enfin vraiment quels sont les termes des contrats et tout ça. Par exemple, une usine appelée ça, je ne savais pas, mais elle produit de l'électricité aussi. Et donc, est-ce que la ville de Bertry a un certain bénéfice là-dedans? A priori, non. Mais donc, il n'y a pas de raison que le producteur de pellets se comporte autrement que n'importe quel acteur de l'énergie, c'est-à-dire et n'importe quelle entreprise. Donc, il cherche à maximiser son profit. S'il peut toucher des subsides publics, pourquoi pas? S'il peut vendre en plus ses pellets le plus cher possible, que ce soit en faisant des stocks ou en le vendant à l'étranger, il le fera. Il ne faut pas attendre. C'est pas une question d'éthique, c'est une question de marché, quoi. S'il y a moyen d'augmenter ses marges, en fait, ils sont nécessairement obligés de le faire parce que s'ils ne le font pas, c'est leur concurrent qui le fera, et leur concurrent, un jour, deviendra plus puissant qu'eux, les rachètera. Enfin, c'est le capitalisme en marche, ça. Il ne faut pas espérer qu'une entreprise
en compétition fassent autre chose que de chercher à gagner la compétition. Parce que soit elle gagne, soit elle perd, mais il n'y a pas de... Oui, même au niveau des multinationales, c'est pas forcément qu'il y a des gentils et des méchants ou des méchants qui veulent écraser tout le monde. En fait, c'est le système. Ouais. Et donc, si eux n'agissent pas d'une certaine façon, ils n'existent plus, tout simplement. Ben oui. Ben, en fait, de nouveau, hein, je t'avais dit, mets-toi dans la peau du patron de Total. Ben, le patron de Total, il a dit une phrase qui peut paraître être une question morale, mais qui est en fait une sorte de cours d'économie. Il a dit... Moi, ce qu'attendent mes actionnaires, c'est la durabilité des dividendes. C'était dans un truc sur l'énergie. Voilà. Mais c'est vrai, ces actionnaires, que l'énergie soit bleue, verte, brune, rouge ou noire, ils s'en foutent. Il faut que ça rapporte un maximum. Et donc, si un jour, les subsides à l'énergie verte permettent à l'énergie verte d'être plus rentable que tout le reste, ben, ils investiront là-dedans, comme ils ont investi dans tout le reste. Et donc, c'est vraiment pour ça que je pense que dans l'énergie, il faut sortir du débat technologique dans lequel toutes les familles politiques essayent de nous enfermer et revenir à une question politique justement, à dire à qui ça appartient. Et si tu veux développer autre chose que des énergies polluantes, tu ne pourras pas te baser sur les NJ et compagnie parce qu'ils les garderont autant que possible. Tant qu'utiliser du gaz, du pétrole, c'est rentable, ils l'utiliseront et ils feront ça par tous les moyens et c'est logique. Et le jour où ce sera l'énergie verte, ben ils feront la même chose avec l'énergie verte, un maximum de profit. Oui, c'est comme ça. Et affirmer la dimension existentielle de l'énergie qui est vraiment vitale, quoi. Ouais. Alors, on a fait plus ou moins un tour de l'énergie. Quelle est l'énergie du futur Est-ce que c'est, enfin, dans certains rêves, on parle de la fusion nucléaire en tout cas, ou l'hydrogène aussi on parle des deux, à plus court terme. La fusion nucléaire, ça a l'air d'être encore à long terme. L'hydrogène, donc pour expliquer rapidement l'histoire de l'hydrogène, tu peux le fabriquer de différentes façons. Tu peux le fabriquer avec du charbon et du gaz, donc tu peux en faire avec des énergies fossiles, mais tu peux aussi le faire avec de l'électricité. Donc si tu fais passer l'électricité dans de l'eau, tu produis de l'hydrogène et de l'oxygène. Et cette électricité, tu peux de nouveau la produire avec ce que tu veux. Et donc l'intérêt dans la transition énergétique de l'hydrogène, c'est que tu peux par exemple utiliser de l'énergie verte pour produire de l'hydrogène. Et à quoi peut servir l'hydrogène ? À deux choses. Dans l'industrie, il peut remplacer le pétrole et le gaz. Par exemple, dans la sidérurgie, tu peux utiliser de l'hydrogène plutôt que du charbon pour fabriquer de l'acier. Dans la pétrochimie, tu peux utiliser de l'hydrogène plutôt que du pétrole ou du gaz. Et tu peux utiliser aussi de l'hydrogène pour en partie stocker de l'énergie. Cette fameuse question de qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité quand il y en a trop, tu pourrais en partie la stocker en hydrogène. Donc c'est une des pistes technologiques pour stocker. Et la transporter plus facilement aussi. Ouais, même si c'est pas si simple parce que l'hydrogène est moins dense. Dans un litre de gaz d'hydrogène, tu as moins d'énergie que dans un litre de gaz, donc il faudrait en transporter beaucoup plus. Mais bref, il y a des recherches qui se font là-dessus. C'est sans doute une des pistes. Mais ce que tu vois déjà dans la situation actuelle, c'est qui s'empare de ces recherches-là ? C'est le privé encore. C'est les mêmes. C'est logique, ils se préparent les profits du futur en prenant des subsides sur la recherche, en s'emparant déjà des ressources, en allant investir dans le sud, dans les mêmes logiques néocoloniales que pour le pétrole. Donc, on va chercher le pétrole dans les pays du sud. Eh bien, on envisage déjà d'aller produire de l'hydrogène aussi dans les pays du sud, et donc de s'accaparer des terres, de l'énergie locale pour le profit du propriétaire futur. Et donc, qu'est-ce que c'est l'énergie future ? Sans doute que c'est d'abord une énergie publique. Et là, il y a déjà des pistes d'exemple dans la situation actuelle. Si tu vas au Danemark, c'est un pays capitaliste dans l'Union européenne, donc on n'est pas, on n'est pas dans un autre modèle de société que le nôtre. Mais pour autant, ils ont fait d'autres choix politiques. Ils ont gardé leur réseau entièrement public et ils ont gardé un contrôle public majoritaire sur leur principale entreprise de production. Donc leur Electrabel, eux, ils en ont gardé 51%. Et donc, ils gardent une main politique publique sur leur choix d'énergie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait au Danemark ? Ils ont regardé où ils sont.
C'est quoi le Danemark? C'est un petit pays, hein, c'est entre l'Allemagne et la Scandinavie, donc entre l'Allemagne, la Suède et la Norvège. C'est quoi leur avantage du point de vue énergétique? Bon, avant, ils produisaient un peu de pétrole, mais ils n'en produisent plus. Mais par contre, ils ont du vent. Et donc, ils ont eu une stratégie qui était de faire passer leur entreprise d'énergie principale, leur équivalent d'Electrabel, du charbon à l'énergie éolienne. Et ils ont fait ça en une vingtaine d'années. Ils sont passés de 85% de leur électricité au charbon à 85% renouvelable. Pourquoi? Parce qu'ils ont une stratégie publique d'investissement. Donc ils ont fixé des objectifs qui n'étaient pas les objectifs de rentabilité. Les centrales au charbon, ils les ont fermées, alors même qu'elles auraient pu continuer à produire, mais ils ont dit non, politiquement, on n'en veut plus. Alors le problème de l'éolien, c'est quand il y a du vent, c'est bien, quand il y a pas du vent, là il y a un problème. Mais ils ont la main publique sur le réseau. Et ils sont justement à cette situation d'interface. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé toutes des connexions électriques avec les pays voisins. Et donc, quand ils produisent beaucoup d'électricité éolienne, ils l'envoient en Suède et en Norvège pour remonter l'eau dans les barrages suédois et norvégiens. Cette histoire dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, stocker comme ça. En Belgique. Voilà. Mais à une échelle... C'est ça, ouais. Et ils envoient aussi leur électricité en Allemagne. Il y a plusieurs reliefs en Scandinavie comme voilà. Et donc, comme ça, ils stockent. Et ça veut dire que quand il n'y a plus de vent au Danemark, on renvoie de l'électricité produite avec les barrages suédois et norvégiens au Danemark. Ce qu'ils ont fait aussi, comme ils ont la main publique, ils ont développé du chauffage collectif. 60% des Danois vivent avec du chauffage collectif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une chaudière individuelle, ils ont un réseau de chaleur. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas. Pour les gens, quand tu fais un système collectif, tu baisses la consommation de 40%. Parce que tu as une seule grosse chaudière au lieu d'une multitude de petites. Et ces chaudières, elles servent aussi dans ce système énergétique parce que quand il y a du vent, les chaudières fonctionnent à l'électricité, et quand il n'y a pas de vent, elles fonctionnent au biogaz ou autre, et elles produisent de la chaleur et de l'électricité. Et donc elles font aussi le tampon. Et dernier point, comme ils ont une stratégie d'investissement public dans les éoliennes, ils ont aussi développé un secteur industriel de l'éolien. Et donc, autant en Europe, il n'y a pas de stratégie autant industrielle, autant par exemple au Danemark, il y en a une. Ils ont 30 000 travailleurs dans le secteur de l'éolien, installation et production, parce qu'il y a une commande publique derrière. Et ça, en Belgique, c'est possible. Hein. Tu regardes la Sonaca. La Sonaca, pour l'instant, ils produisent des morceaux, des bords d'ailes pour Airbus. C'est les pièces qui sont nécessaires pour faire des ailes d'éoliennes. Tu prends la sidérurgie, ils font tous les aciers qui sont nécessaires pour faire le mât. Tu prends à Liège Safran Aérobooster, c'est un autre sous-traitant de Airbus, mais en fait ils font des rotors. Ils font des pièces qui pourraient être utilisées pour faire le moteur de l'éolienne. Et donc si tu prendrais la production industrielle belge actuelle, tu as parmi les travailleurs belges toutes les compétences pour lancer cette filière-là. Donc c'est les travailleurs qui doivent prendre le pouvoir alors? C'est sans doute ça aussi l'avenir de l'énergie. C'est une stratégie où les travailleurs ont la main parce qu'on a toutes les compétences pour le faire. Mais pour l'instant, elles sont mises au service des propriétaires de leurs usines. Donc chez Safran, ils font des pièces pour Airbus. Chez Sonaca, ils font des pièces pour Airbus. Et dans l'acierie, ils font des pièces pour leurs clients. Il n'y a pas de stratégie industrielle. Ouais, c'est incroyable ce que tu dis, parce qu'en fait, ce sont des solutions dont on ne parle jamais. Non. Hein, on parle toujours... Moi, je suis venu bêtement avec la fusion et l'hydrogène, alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples, beaucoup plus pragmatiques, qui évidemment ne sont pas rentables et ne sont pas individualisables par entreprise, par personne. Voilà. Après, on n'aura pas tout résolu. Hein. Il y aura toujours la question dont on parlait du stockage et tout. Et donc là, il faut continuer la recherche et les investissements. Mais il y a déjà des éléments qu'on pourrait mettre en marche, quoi. Est-ce qu'il y a un autre point que tu voudrais évoquer, enfin un autre dossier qui te semble à cœur? Je pense que derrière cette question de l'énergie, il y a un autre élément qui va de plus en plus peser, disons, au niveau mondial. C'est la question des ressources. C'est que, en fait, on pourrait appeler ça les nouveaux pétroles. Derrière la transition énergétique menée telle qu'elle est maintenant, tu as les luttes impérialistes pour aller chercher le lithium, pour aller chercher le cuivre, pour aller chercher les productions d'hydrogène sur les terres du Sud. Et donc on va sans doute, si on laisse faire la transition telle qu'elle est maintenant, reproduire les guerres du pétrole sous une autre forme. Et ça a déjà commencé.
je ne sais pas si tu avais vu le tweet de Elon Musk à propos de la Bolivie et du coup d'État. En gros, la Bolivie n'a pas son mot à dire sur ces ressources-là. Elles sont trop importantes pour... Donc les luttes sont déjà occupées à se mettre en place entre blocs impérialistes sur ces Oui, donc on sur ces rappellera questions-là. qu'en Bolivie, on a découvert il y a beaucoup de richesses minières, mais on a découvert de grands gisements de lithium. C'est posé la question de qui allait s'accaparer ces ressources. Il y a un gouvernement socialiste qui veut vraiment garder toutes ces ressources publiques. Et donc, il y a eu un coup d'État en 2019, je crois. C'est ça, 2019 ou 20, je ne sais plus, assez récemment. Hein. Et donc, qu'évidemment, tous les gouvernements occidentaux se sont empressés de reconnaître. Oui. Bah oui. Oui. Et puis, dont Elon Musk, donc citons-le, hein, puisque voilà. Et qu'un an plus tard, on a réorganisé des élections et que voilà, le mouvement socialiste a gagné puisque lui défend les intérêts du peuple. Ouais. Voilà. Mais c'est sans doute des tensions qui vont se multiplier. Donc tu as des pays qui étaient déjà sous cette coupe coloniale ou néocoloniale, comme le Congo, vont continuer à l'être. Et ce sera cette fois-ci le cobalt qui sera aussi nécessaire. Tu as les terres rares. Et donc, si on laisse faire les entreprises de l'énergie, elles vont reproduire leur modèle, le modèle des hydrocarbures, mais avec d'autres sources. Et ce sera le cas aussi individuellement avec une transition, si tu reviens sur la mobilité, une transition vers les voitures électriques, où visiblement, ce n'est pas ceux qui ont besoin d'une voiture électrique, c'est ceux qui auront les moyens d'avoir une voiture électrique qui vont en avoir une. Et donc peut-être que des gens, eux, ne pourront plus avoir de voiture. Si on laisse faire la transition telle qu'elle est organisée maintenant, moi je ne vois pas comment en ville on va passer à toutes des voitures électriques, alors même qu'il faudrait mettre une borne devant chaque place de parking, simplement ça. Si tu habites en ville, tu ne sais pas où tu te gares en fin de journée. Or, si tu as une voiture électrique, tu as intérêt à pouvoir la charger. Est-ce que tu vas mettre des bornes à chaque place? C'est des effets d'annonce, une politique très court terme. C'est une politique très individuelle. Basée sur les profits des multinationales et sans aucune stratégie d'ensemble. Ouais. C'est ça. Rappelons par rapport à la voiture électrique, quelle voiture électrique aussi? Oui. Est-ce que ce seront des voitures de 3 tonnes avec 2 tonnes de batterie ou des voitures partagées plus légères? En Bolivie, ils ont développé donc c'est un gouvernement socialiste avec pas mal de pouvoir public, mais pas que. Hein, il y a un pôle industriel public-privé. Et donc, ils ont développé une voiture électrique, alors que c'était le pays le plus pauvre d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. En 20 ans, ils ont réussi à développer leur propre voiture électrique. Mais évidemment, c'est pas la grosse Tesla, c'est une petite voiture légère. Et si tu vas voir la CGT de Renault, donc le syndicat CGT en France chez Renault, a fait tout un plan de transition pour leur secteur en disant « Nous, on pourrait très bien produire des voitures électriques plus légères, moins chères et efficaces. » Et donc là, on revient à cette question de qui aura la main sur la transition. Et peut-être pour faire la boucle, tu sais d'où vient le modèle de la libéralisation de l'énergie? Où est-ce qu'on l'a appliqué en premier dans le monde avant de l'amener en Europe? J'ai peur de la réponse, vas-y. T'as une idée? Non. C'est le Chili de Pinochet. Donc la première fois qu'on a appliqué le modèle de libéralisation tel qu'il a été mis en place en Europe, c'est suite au coup d'État de Pinochet au Chili, et donc sous l'influence des économistes néolibéraux américains, qu'on a imposé ce système des bourses de l'énergie, de saucissonnage du secteur avec distribution, production. Et comme ça marchait bien, ça a été ramené aux États-Unis par Reagan, en Angleterre par Thatcher, et puis ça a été généralisé à l'Union européenne. Oui. Mais donc c'est pas... depuis le début jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de démocratie dans cette énergie. Ça a été un modèle imposé par les économistes néolibéraux dans une dictature, et puis imposé par ces mêmes économistes dans le modèle de l'Union européenne. Et donc oui, tu fais bien de finir par cet exemple du Chili. Donc c'est vraiment le premier laboratoire du néolibéralisme. Hein. C'est les Chicago Boys formés à Chicago qui ont planifié, imaginé tout ce nouveau système. Et on en fête les 50 ans cette année, puisqu'on est en 2023. 11 septembre. Donc voilà, un demi-siècle de néolibéralisme. Enjoy. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci pour l'invitation. On va arrêter ici, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Et donc, on se reverra bientôt pour de nouvelles aventures dans Tinker Jaune.